Démarrer. C'est bon, vous nous donnez le feu vert, hein, on est prêt, hein. Ça marche. Eh bien, c'est bon, c'est à vous. Eh bien, écoutez, alors je vais commencer d'abord en vous remerciant beaucoup de votre invitation. C'est un grand plaisir pour Olivier et moi de venir partager nos recherches sur les situations extrêmes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, je pense il est important de faire un petit préalable en fait, sur notre appartenance en sociologie. Olivier et moi, nous sommes des sociologues des organisations, c'est-à-dire que nous nous intéressons en fait à l'action collective et en se focalisant notamment sur l'articulation des relations de pouvoir dans des contextes organisés, hein, en plus généralement pardon, dans l'action organisée. Et ce qui explique une grande partie de notre tradition de travaux, hein, Sylvain Mondon en a parlé, s'est focalisé en fait sur la décision. Et donc, Olivier et moi avons travaillé en fait sur des situations de catastrophes, de situations extrêmes que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, c'était un petit point préalable que nous voulions vous faire. Le deuxième préalable, c'est de dire que nous n'allons pas insister sur notre méthodologie à proprement parler. On en abordera un peu rapidement ce point-là, mais on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Bien, next, Olivier. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler en fait de… Une seconde. Oui. En fait, moi, je vois pas du tout j'arrive pas à voir. Enfin, si je partage l'écran, je vois plus rien, sauf mon écran. Donc, vous voyez quoi? Moi, je vois bien. Tu vois quoi là? Alors, Je nous, vois, on voit la diapo. ouais, on voit la diapo. Et là, ça a changé? Oui. Ouais, c'est bon, ça a Ok, changé. d'accord, ok, très bien. Ok, parfait, parfait. Voilà, donc je te dis next, hein. Ok, oui. Alors, attends. Alors, En fait, aujourd'hui, on voit plutôt votre écran d'ordinateur, c'est-à-dire qu'on voit pas uniquement la diapo, mais aussi sur le côté gauche, les enchaînements de diapos. Il faudrait peut-être passer en mode présentation diapositive, Mais mais là, c'est en mode diapo, là. Hein. ouais, là, c'est en mode diapo, là. Je peux rien faire. Je peux rien faire là. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, Non, d'accord. c'est bon, Olivier. Bon, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter dans les 40 minutes qui nous sont imparties, en fait, la problématique de la décision en situation d'incertitude et plus particulièrement en situation d'incertitude, ce qu'on appelle relationnelle. Bien, alors, pour tous ceux qui s'intéressent, en fait, aux situations extrêmes en sciences sociales, on voit vite apparaître, en fait, dans les analyses que nous menons, le paradoxe suivant. C'est-à-dire, d'un côté, en fait, on se retrouve dans une situation marquée par une incertitude très forte qui entoure l'événement déclencheur, hein, ou le danger qui menace. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe, hein, comme le dit Claude Gilbert, hein, qui a travaillé sur ces sujets dans les années 80. On a du mal à stabiliser la définition de la situation. D'un côté, incertitude, et puis de l'autre côté, pour les gestionnaires de crise, l'importance d'agir vite et dans un temps extrêmement limité, hein, en situation d'urgence, qui est une grande caractéristique aussi des situations de crise avec l'incertitude. Et donc, cette ligne de tension dans laquelle on doit prendre les décisions, en fait, conduit souvent en fait, à des décisions qui se relèvent ex post, hein, comme des erreurs de jugement ou d'appréciation qui ont des importances et des degrés variables, hein. Alors, on peut penser à toute une gamme d'événements, mais on peut passer par exemple en fait, à l'accident de Lubrizol, hein, en 2019, où on a reproché au préfet de s'être trop focalisé en fait, sur l'incendie de l'usine et pas sur ses conséquences un tout petit peu plus à long terme sur les effets de la pollution. Next, Olivier. Donc, en fait, ces erreurs de jugement, ouais, voilà, parfait. Ces erreurs de jugement, elles sont souvent imputées à ce qu'on appelle l'incertitude. Alors, qu'est-ce que l'incertitude? Bon, on l'a définit généralement l'incertitude, hein, avec l'économiste Frank Knight qui, en 1921, hein, c'est pas jeune, avait établi cette distinction aujourd'hui très célèbre entre risque et incertitude. Alors, pour le dire vite, le risque, c'est ce qui est probabilisable, calculable, hein. Un risque, on peut calculer, et l'incertitude, c'est ce qu'on ne peut pas calculer. Alors, dans ces situations extrêmes, hein, l'incertitude, elle est souvent rabattue en fait, au manque d'informations. Au manque d'informations disponibles qui permettraient de bien qualifier et de bien évaluer la situation. Mais lorsqu'on étudie les choses d'un petit peu plus près, finalement, on voit deux choses. La première, c'est que, en fait, dans ces situations extrêmes, ce qu'on observe, c'est pas tellement le manque d'informations ou l'absence d'informations, puisqu'au contraire, souvent, en fait, dans ces situations extrêmes, il y a beaucoup d'informations, mais elles sont à la fois parcellaires,
souvent éclatées et incomplètes. C'est-à-dire on a du mal à les hiérarchiser, on a du mal à comprendre comment elles font sens et comment on peut agir sur cette action. Donc cette action, ces informations, elles concernent évidemment à la fois l'événement lui-même, hein, qu'on pense à un incendie ou à une tempête, dont on va y revenir, sur des inondations, mais aussi sur les mesures envisagées qui sont envisagées pour y répondre et leurs effets. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc l'incertitude, elle n'est pas liée au manque d'informations, mais plutôt à un caractère très particulier de l'information qui est peu hiérarchisable. Et puis surtout, et ça va être un point de notre présentation, en fait, cette incertitude, elle conduit, elle n'est pas toujours comme on l'a défini, c'est-à-dire elle est plus liée au coût d'accès de l'information. Alors là, ici, on va mobiliser en fait la notion de ce qu'on appelle l'incertitude structurelle ou relationnelle. On emprunte au politologue Michel Daubry, qui en 1985 a écrit un livre qui est assez important pour nous, qui s'appelle Sociologie des crises politiques, où en fait il va montrer que les crises sont associées à ce qu'il appelle à une mobilisation multisectorielle, hein, c'est-à-dire plusieurs secteurs agissent en même temps. Et cette mobilisation, alors que ce soit la santé, les transports, la sécurité, etc., hein, on parle de secteur, on parle en fait de ce secteur d'intervention. Et ces secteurs, en agissant tous simultanément les uns les autres, en fait, vont entraîner une forme de brouillage des frontières ordinaires entre ces secteurs, puisqu'ils doivent tous agir simultanément. Et ceci conduit non seulement à une forme de désordre, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'habitude de gérer les choses comme on les gérait en temps ordinaire dans un secteur qui est donné. Mais surtout, en fait, ça va entraîner, comme le dit Michel Daubry, sur lequel il insiste, mais pas assez selon nous, sur un coût d'accès de l'information qui devient soudainement très problématique. Hein, c'est-à-dire, il faut à la fois collecter des informations dans le secteur de la santé, des transports, de la sécurité, etc. Et cette mobilisation simultanée entraîne en fait un brouillage des repères ordinaires et donc entraîne, encore une fois, je vous le disais, en fait, un problème de qualification de la définition de la situation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, next, Olivier. Donc, c'est sur cette notion que nous voudrions insister un petit peu plus particulièrement dans cette présentation, l'incertitude relationnelle. Donc, elle désigne le fait que l'incertitude en situation de crise n'est pas uniquement associée aux propriétés de l'événement, danger lui-même, hein, qu'il s'agirait en fait de réduire par un apport de connaissances supplémentaires, hein, de cette vision. Elle se caractérise surtout, cette incertitude structurelle, par le système d'acteurs qui est en charge pour y faire face. Et cela a des conséquences en fait très importantes, nous le pensons en fait sur la décision en situation d'urgence, puisque cette mobilisation multisectorielle qui s'enclenche à ces moments-là, en fait, entraîne une complexité que les gestionnaires de crise ont tendance à réduire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait face à un événement, en fait, on le traite souvent de manière un peu simplifiée, pour ne pas dire binaire. Hein. Par exemple, faut-il déclencher le plan Orsec? On va y revenir. Doit-on évacuer la population? Doit-on la confiner? Hein, on voit bien que même si ces questions sont évidemment légitimes et tout à fait fondées, elles vont drainer toute une somme de problématiques qui ont souvent tendance à être réduites à certains types de problématiques et qui vont conduire à un certain nombre d'erreurs d'appréciation. Vous allez le voir, on va en parler beaucoup dans cette présentation. Next, Olivier, s'il te plaît. Alors, l'objet de cette présentation, c'est trois choses. La première, c'est qu'on voudrait vous montrer en fait comment elle se manifeste empiriquement, cette incertitude structurelle ou relationnelle. On va plutôt parler de l'incertitude relationnelle pour simplifier les choses. Ensuite, on va essayer de vous montrer en fait comment les gestionnaires de crise prennent des décisions dans ce contexte d'incertitude relationnelle. Et puis enfin, on conclura notre propos pour vous montrer en fait quelles sont les répercussions opérationnelles que peut avoir cette notion d'incertitude structurelle. Vous verrez que Olivier et moi, on partage la conviction que les notions en sciences sociales peuvent aussi et surtout, hein, on pense, avoir des répercussions opérationnelles et doivent aider l'action. Et donc, vous verrez qu'on essaiera de discuter avec vous que cette notion d'incertitude structurelle déplace un certain nombre de problématiques en termes de préparation et de gestion de crise. Donc, pour ce faire, on va vous présenter donc à deux voix en fait deux cas qui sont très différents à la fois de par leur historicité et de par les problématiques qu'ils ont soulevées. Le premier cas que je vais vous présenter, c'est celui de la tempête de 1999, où je vais essayer de vous montrer en fait comment se manifeste cette incertitude relationnelle et comment on prend des décisions à travers la décision en fait de déclencher ou non le plan Orsec.
Après ce point, on fera une petite transition pour voir comment les dispositifs ont évolué depuis 1999. Et puis Olivier reviendra sur un des grands cas qui nous a occupés tous les deux avec nos collègues Henri Bergeron et Patrick Castel, sur en fait les effets de la décision, les effets pervers de la réduction de l'incertitude dans le cas de la gestion Covid-19, qui nous a bien occupés ces dernières années. Voilà. Et donc, à l'issue de ça, on conclura par justement les apports opérationnels d'incertitude relationnelle. Bien, donc j'en viens tout de suite à mon premier point, qui est le cas de la tempête de 1999. Alors, un cas très ancien, mais je suis persuadé, alors que j'ai étudié moi dans mon doctorat, donc ça commence aussi un petit peu à dater, mais je pense que les gens de Météo France s'en souviennent très très bien, hein, puisque j'avais eu l'occasion de mener de nombreux entretiens auprès de Météo France dont les soi-disant carences avaient été pointés du doigt. Donc en deux mots, hein, pour vous rappeler, pour vous rafraîchir les idées, en décembre 1999, l'Europe et la France plus particulièrement sont touchés coup pour coup par deux tempêtes exceptionnelles hein, qu'on avait surnommées Lothar et Martin, avec des puissances de vent exceptionnelles. Hein, on les avait appelées les tempêtes du siècle à juste titre, puisque c'est des puissances de vent qui étaient inégalées. Hein, vous le voyez là sur cette carte, hein, avec des pointes à 150, voire 170 km/h. Et donc la première tempête, c'était celle du 26, et la deuxième tempête, Martin, du 27 décembre. Et la tempête auquel moi je me suis plus particulièrement intéressé. Et oui, puis pour vous le dire aussi rapidement, en fait, deux tempêtes qui ont provoqué des dégâts colossaux à la fois sur les infrastructures et notamment, comme vous le voyez là avec ce pylône effondré, sur les infrastructures électriques, hein, puisqu'on a eu un peu plus de 3 millions de foyers privés d'électricité en plein hiver, hein, avec les problématiques de chauffage, mais aussi de coupure d'eau que ça a entraîné, et puis évidemment en fait les dégâts sur les forêts. Juste pour terminer, en fait, on a dans ce bilan désastreux, hein, on a regretté aussi un peu plus de 90 morts en France pour ces deux tempêtes. Bien, next, Olivier. Donc ça, c'est ce qui concerne. Bien, alors, là, ce que je vous propose, c'est à tout le monde, c'est de prendre votre microscope et de regarder en fait comment on a géré dans les premiers temps de la catastrophe, hein, et plus exactement dans les 4 premiers jours, cette catastrophe bien annoncée. On y reviendra si vous voulez dans la discussion, bien annoncée par Météo France, bien sûr. Et donc, encore une fois, de prendre votre microscope pour voir en fait comment un préfet essaye de rassembler des informations et essaye de gérer au mieux la tempête dans ce qu'on appelle le point culminant de la crise, c'est-à-dire donc dans ces trois premiers jours. Juste un tout petit point de méthodologie. Moi, comment on travaille sur ces événements, il me semblait important en fait de reconstruire les événements heure par heure, hein, à la manière ce qu'on appelle un micro-historien, c'est-à-dire des gens qui vont s'intéresser au ras du sol, aux petites décisions et quelles informations on dispose à partir de quand, et de voir comment les acteurs se coordonnent. Donc pour ça, on mène des entretiens, on a aussi de nombreuses sources documentaires hein, très variées hein, qui peuvent aller des journaux intimes des acteurs jusqu'à la revue de presse locale. Bref, je passe très vite. Donc ce que je vous propose ici de faire, c'est de voir en fait ce qui s'est passé dans ces premiers temps de la tempête. Et donc ça, je vous propose de mettre en séquence hein, le 27 décembre ce qui s'est passé. Donc la tempête arrive en Charente-Maritime vers 18h. Hein, elle est accompagnée d'une grande dépression et les vents commencent à souffler extrêmement fort à partir de 18h à 18h30. Et à cette heure-là, le préfet est avec deux autres acteurs qui sont le délégué militaire départemental, hein, qui est son interlocuteur militaire dans le département, et le colonel des sapeurs-pompiers, hein, qui est le directeur départemental en fait des services d'incendie et de secours. Hein, et ils gèrent tous les trois en fait une autre catastrophe, la catastrophe Polmar, hein, ce pétrolier qui s'était échoué au large des côtes. Je vais assez vite. Hein. Et donc, ils étaient en charge de cette gestion de cette catastrophe et ils commencent à constater les premiers effets de la tempête, hein, puisqu'ils constatent dans la préfecture, où ils sont réunis tous les trois, que les vitres commencent à se bomber. Donc, ils pensent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et à partir de 20h, comme je vous l'ai dit, ils commencent à avoir de sérieux doutes sur ce qui se passe. Alors, vers 19h, 19h30, ils commencent à avoir une remontée d'informations extrêmement alarmantes. Alors, que savent-ils? Ils savent qu'il y a des fortes coupures d'électricité. La préfecture est coupée d'électricité dès 20h. Ils vont chercher le groupe électrogène qui est dans la cave de la préfecture. Ils vont le mettre en marche. Ils savent qu'il y a des coupures d'électricité un petit peu partout dans le département, avec des conséquences
pour la plupart inattendus. Hein, on a 3 voies en Charente-Maritime, 3 trains pardon, qui sont coincés sur les voies en Charente-Maritime, avec des problématiques préoccupantes, notamment des femmes qui sont enceintes. Hein. On commence à avoir des remontées d'informations sur la panique de certains voyageurs. On a aussi dans la maison d'arrêt de l'île de Ré, en fait, le système électrique qui permet en fait de maintenir les cellules en place qui s'est effondré, et donc potentiellement les prisonniers seraient libres de partir. Il y a donc des privations d'électricité. On a aussi, les gestionnaires de crise savent aussi qu'il y a des gens qui sont bloqués sur leur voiture, hein, notamment la RN 137 pour ceux qui connaissent en fait le département qui est en fait la route qui longe la côte. On sait qu'en fait il y a eu des vents très forts et qu'il y a eu une immense vague, hein, qui a renversé un certain nombre de voitures, et donc il y a des gens qui seraient prisonniers dans cette vague, donc des choses assez préoccupantes, des gens qui commencent aussi, des gens qui sont disparus, et aussi dès 20h30, 21h, en fait, la centrale du Blayais dont un des réacteurs en fait qui s'occupe de refroidissement a été inondé et donc qui serait potentiellement pas opérationnel, hein, donc le risque d'accident nucléaire peut pointer. Donc vous voyez en fait toute une somme d'informations très préoccupantes, mais ce qui m'avait frappé dans mes entretiens, c'est que malgré ces informations très préoccupantes, les acteurs dans la cellule de crise ne savent pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi? Mais parce que ces informations, comme je vous l'ai dit en introduction, sont parcellaires et ne peuvent pas être recoupées. Par exemple, si on reprend l'exemple en fait, ce que vont se poser très vite les gestionnaires de crise, c'est de savoir en fait ce sinistre est suffisamment grave, c'est-à-dire l'ensemble du département, pour pouvoir déclencher le plan Orsec, hein, comme le veut en fait les textes qui encadrent en fait le déclenchement du plan. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple, on a certes des trains qui sont bloqués, mais est-ce que la SNCF ne va pas réussir à les secourir rapidement? Et ça, ils ne le savent pas parce qu'ils n'arrivent pas à joindre en fait les gestionnaires de la SNCF. Est-ce que les gens qui sont bloqués en fait sur le toit de la voiture n'exagèrent pas leur dire, puisqu'ils seraient en fait poussés par la panique? Et ça, les gestionnaires de crise en fait ont du mal à recouper ces informations-là parce que non seulement ils ont eu beaucoup de mal à joindre les sapeurs-pompiers qui sont à l'œuvre sur le terrain et dont le standard est totalement surchargé. Donc, comme me l'expliquait dans son entretien le colonel des sapeurs-pompiers qui était en cellule de crise, finalement, il sait que lorsque plus personne ne peut répondre, c'est qu'ils sont à l'œuvre sur le terrain. Et donc, il sait que quelque chose de grave se passe, mais quoi exactement, on ne sait pas grand-chose. Et puis, le préfet qui a l'habitude, en fait, de s'informer auprès des gendarmes, puisque les gendarmes, en fait, ont le grand avantage d'être reportés sur l'ensemble du territoire et donc potentiellement dire ce qui se passe à différents endroits du territoire, sont injoignables ces premiers jours, puisqu'en fait leur système de télécommunication, qui s'appelait le système à l'époque Ruby, était un système aérien et donc avait été totalement détruit par la tempête. Donc vous voyez, en fait, on n'arrive pas à recouper ces informations-là, on ne sait pas si l'ensemble du territoire est touché, qui est la principale incertitude à ce moment-là. Et donc, comme on ne peut pas recouper ces informations-là, eh bien, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et cette incertitude-là, elle est amplifiée à la fois par les enjeux du déclenchement du plan Orsec et par les désaccords entre les acteurs. Alors, quels sont les enjeux du plan Orsec? Et à ce moment-là, le préfet, en fait, hésite fortement. Parce que sa décision ressemble à une forme de dilemme. C'est-à-dire que si le préfet ne déclenche pas le plan Orsec, alors que la situation le justifiait, ce sont les maires du département qui vont lui reprocher, puisque les maires du département attendent en général les moyens de l'État pour pouvoir faire face le plus vite possible en fait à ce type de sinistre. Bien. Et comme on le sait bien en sociologie politique, une partie de l'évaluation de l'action du préfet se fait via l'intervention des maires, et plus particulièrement des députés maires. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si le préfet ne déclenche pas le plan Orsec alors qu'il aurait dû le faire, cette fois-ci, c'est sa tutelle, le ministère de l'Intérieur, qui va lui reprocher, et va lui reprocher très fortement, pour le dire comme ça. Il y a beaucoup de préfets de départements qui n'ont pas déclenché le plan Orsec en 1999, ils l'ont payé plutôt assez cher dans leur carrière. Donc, déjà, première chose, un dilemme. Et cette incertitude, elle est renforcée, comme je vous l'ai dit, aussi par les désaccords entre les acteurs. Comme je vous l'ai dit, le colonel des sapeurs-pompiers était persuadé
que si l'ensemble de ces services étaient à l'œuvre sur le terrain, c'est que la situation était suffisamment grave et qu'il fallait déclencher tout de suite le plan Orsec. Et cet enjeu en fait d'immédiateté n'est pas mince, puisque plus vite on déclenche le plan Orsec, plus vite on va obtenir en fait des moyens de l'État. À l'inverse, le délégué militaire départemental conseille au préfet de ne pas déclencher le plan Orsec, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la situation, et que de surcroît, le préfet dispose de moyens déjà assez lourds qui lui a été conféré par le plan Polmar et qui lui permettraient de faire face à l'événement. Donc vous voyez, en fait, cette incertitude est amplifiée par ces désaccords. Bien. Donc ça, c'est la première phase. Là, on passe à la deuxième phase de la décision, c'est-à-dire que vers 21h30, les choses vont s'accélérer vraiment subitement, sous l'effet de 3 types d'informations. Vers 21h, 21h15, les gestionnaires de la crise savent qu'il y a 6 morts, dont un ambulancier qui a été écrasé, dont l'ambulance a été écrasée par des arbres. Bien. Et de nombreux disparus. Le colonel des sapeurs-pompiers, en fait, réussit à parler à un certain nombre de ces hommes qui dit que beaucoup de gens, en fait, pensent qu'il y a de nombreux disparus, des naufragés de la route, notamment, qu'on n'arrive plus à retrouver. Première chose. Et puis, deuxième chose, bon, on a évidemment, comme je vous l'ai mis, à l'infondrement des infrastructures. On sait que des pylônes d'EDF ont été pliés par les vents. On sait que la route RN 137 a été inondée. Mais surtout, plus important, en fait, ce sont 2 informations, et je voudrais insister sur ce point-là, qui vont faire basculer la décision. Des informations que j'ai appelées marquantes un peu maladroitement, et vous allez voir pourquoi, en fait. Ce sont des informations qui ont 2 caractéristiques. Elles sont, comme les précédentes, totalement partielles, on ne peut pas les recouper, mais elles ont une particularité cognitive, comme on dit en sociologie, dans les sciences de la cognition, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler des associations d'idées et qui vont conduire les acteurs à prendre la gravité de la situation, voire à la surévaluer. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, il y a 2 informations. Vers 21h15, les gestionnaires de la crise, le préfet et ses acolytes ont un coup de fil en fait de la sous-préfecture de Rochefort qui leur apprend que la petite commune de Port-des-Barres, qui est située pas loin de l'estuaire, en fait a été totalement inondée par un raz-de-marée. Et que les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre pour essayer de sauver les gens du centre-ville dont certains ont été noyés. Bien. Alors, ça inquiète les gestionnaires de crise parce que tout de suite, ils se disent, si Port-des-Barres a été inondé, toutes les îles, notamment les îles de Ré, l'île de Lorient, ont été complètement dévastées par la tempête et doivent être totalement noyées. Et donc, on va retrouver des centaines de morts. Première chose. Donc, vous voyez, il y a une forme de... C'est tout de suite la réaction qu'ils ont, tous les 3 et tous les autres personnes qui vont les rejoindre par la suite. Deuxième information, l'incident de la verrière de la gare. Peu après, en fait, avoir appris l'inondation de Port-des-Barres, le délégué militaire départemental réussit à joindre les services de police qui lui disent qu'en fait, la verrière de la gare de La Rochelle, ceux qui connaissent, une immense verrière, s'est totalement effondrée sur les gens. Et donc là aussi, ils en déduisent que si les vents sont suffisamment puissants pour pouvoir détruire la verrière de la gare, alors on va retrouver des dégâts colossaux sur l'ensemble du département. Et donc du coup, en fait, ces informations-là marquantes vont stimuler un certain nombre de causalités, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, si on observe ça, alors on va avoir un nombre de conséquences. Eh bien, ça va avoir 2 effets. Ça veut dire que là, on n'hésite plus du tout à qualifier la situation. C'est-à-dire, la situation est extrêmement grave et il faut tout de suite déclencher le plan Orsec, ce qui va être fait un peu avant 22h, où le fax va être envoyé à l'époque au ministère de l'Intérieur. Mais surtout, en fait, ça va conduire même les acteurs à surestimer la situation. C'est-à-dire, dans la cellule de crise, jusqu'au lendemain matin, ils sont persuadés qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont retrouver des centaines de morts sur les routes. Bien, next Olivier. Donc vous voyez en fait un petit point là, vous voyez bien qu'en fait ici là, on retrouve cette incertitude relationnelle, puisqu'en fait la difficulté vient de trouver différentes informations dans différents types de secteurs, dans la SNCF, à EDF, chez les pompiers, dans la police, etc., etc. Et que ce coût d'accès à l'information est très problématique. Et donc là, comment on prend des décisions? En grande partie en séquence assez fine et par ces informations marquantes qui ont une importance toute particulière. Bon, j'en termine là. Quels sont les effets en fait de cette décision, de la manière dont on prend ces décisions? Il y a un certain nombre d'effets négatifs. Alors, qui n'est pas un jugement de notre part, bien évidemment, puisqu'on se borne à constater les choses.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, en prenant ces décisions en fait, sur ces informations marquantes, on en arrive à mal évaluer les priorités. Alors encore une fois, hein, il ne s'agit pas ici d'un jugement normatif en disant ce qu'auraient dû faire les acteurs. On n'aurait vraiment pas fait mieux euh, nous concernant. Bien. Mais en se bornant en fait sur les gestions de crise, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on observe en fait que ben, finalement, on va avoir un certain nombre d'actions qui vont être inutiles ou en tout cas qui ne vont pas servir à grand-chose dans les premiers jours de la crise. La première chose, en fait, la première action du préfet, ça va être d'orienter tout l'ensemble des secours dont il dispose, notamment les militaires, qui vont réquisitionner 200 000 baguettes de pain et bouteilles d'eau pour pouvoir secourir les îles dont il est persuadé en fait que les îles sont sous les eaux. Or, quand les militaires vont arriver sur les îles, ça c'est un passage assez comique qu'ils aimaient raconter, c'était les habitants des îles de Ré n'avaient été quasiment pas touchés par la tempête et se fichaient d'eux les voir arriver avec autant de baguettes de pain. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, les habitations de l'île de Ré sont faites et ont été construites pour justement résister à des vents violents. Elles ont très bien résisté, donc il y a eu assez peu de dégâts d'infrastructure, même si les forêts avaient été détruites. Mais bon, en fait, les voies d'accès avaient été assez vite rétablies par les habitants eux-mêmes. Et puis surtout aussi, la population très habituée à ces vents violents s'était assez vite réfugiée, avait recensé aucune victime, aucune disparue sur l'île de Ré. Bref, tout ça pour vous dire que l'île de Ré n'a subi quasiment aucun dégât, contrairement à ce qu'ils pensaient. Mais ça a un effet, c'est-à-dire qu'on va focaliser d'abord ces actions-là sur quelque chose qui est plus ou moins faux. Deuxième chose, ça va créer des effets de focalisation. Le préfet et ses acolytes, en fait, dans la reconnaissance aérienne qu'ils font le lendemain matin du département, vont s'arrêter directement à Port-des-Barques, puisqu'ils ont eu l'information de la veille, et vont là aussi orienter très vite tous les moyens qui leur proviennent de l'État à Port-des-Barques lui-même. Et alors, ça va créer au fil de la crise une concentration des moyens dans la ville de Port-des-Barques, qui en avait bien besoin, c'est sûr, mais qui va se faire au détriment d'autres communes à quelques kilomètres d'ici, qui avaient besoin aussi d'autant de moyens et qui vont devoir attendre que Port-des-Barques soit aussi bien rétabli. Donc, ça pose la question en fait de la distribution des secours et ça va créer un grand nombre d'inégalités départementales dans le traitement des secours. Je reviendrai, si vous voulez, dans la discussion. Bien, et puis ça va aussi entraîner des actions inutiles, hein, notamment en fait comme les secouristes de la Croix-Rouge qui arrivent très vite et qui mettent en place un PC Jupiter, ce qu'ils appellent un PC Jupiter avec 400 lits, 400 nombre de logements, etc., qui va affairer un grand nombre des moyens disponibles humains pour pouvoir monter ce PC et qui servira strictement à rien, puisqu'en fait les gens auront trouvé des logements adéquats et sur lesquels en fait le nombre d'habitations qui a été détruit n'était pas si important que ça. Bien, donc vous voyez en fait des effets de focalisation, etc., mais qui n'ont pas eu vraiment de conséquences politiques pour le préfet de ce département dont son action a été plutôt vraiment bien appréciée. Mais là, ça fait appel à d'autres types de mécanismes sur lesquels je reviendrai. Voilà, j'en ai terminé. À toi, Olivier. Merci François. Donc, ce qui est important de retenir dans ce que vient de dire François, c'est que voilà, la tempête de 99 a été un moment marquant en France. Elle a été considérée comme plutôt bien gérée, mais en même temps a quand même conduit à pas mal de rapports, de réflexions. Et puis dans les années qui ont suivi, comme vous le savez, il y a eu d'autres crises, d'autres accidents, attentats terroristes, canicules, SARS, qui ont conduit à la production de plusieurs rapports. Eux-mêmes ont nourri largement la réflexion des pouvoirs publics avec des textes de loi en 2004, les circulaires de 2012 sur l'organisation des crises. Donc, progressivement, la France, à partir du début des années 2000, se dote d'un ensemble relativement ordonné, complexe, de dispositifs pour gérer les crises et notamment pour se préparer à gérer les crises. Cette préparation, elle s'appuie en particulier sur des plans de gestion de crise, alors les plans hors sec, mais aussi des plans nationaux dans différents domaines, et puis la conduite régulière d'exercices de crise, là aussi, tant au niveau local dans les préfectures qu'au niveau national dans différents ministères et différentes organisations publiques. Et avec finalement ce qui nous a toujours frappé dans l'étude de ces plans, de ces exercices, une vision très rationalisante, très rationnelle de la crise, et une vision qui cherche à rationaliser la gestion de crise, à la faire rentrer dans des procédures, dans des canons, avec force, typologie, des réponses graduées en fonction de la gravité de la situation, de l'évolution du phénomène, avec des seuils déclencheurs, avec des chaînes de commandement claires. Bref, une vision très rationnelle à la fois de ce qu'est une crise et de la manière de l'appréhender. Or, très vite,
on observe les limites de cette approche, enfin très vite. À différentes occasions, on observe les limites de ces approches. Alors j'en donne quelques exemples ici rapidement. La cellule Lubrizol, comme l'avait déjà évoqué rapidement François, en 2019. Lorsque le préfet décide d'appliquer, là pour le coup, la décision de déclencher le plan Orsec est très très vite réglée. L'incendie est gravissime, donc il faut absolument intervenir, mais il choisit effectivement d'appliquer le plan particulier d'intervention thermique. Et du coup écarte complètement la possibilité de phénomènes toxiques, que ce soit pour la population ou l'environnement. Et non seulement il l'écarte au moment où il gère la crise, mais même dans les jours qui suivent, il va continuer à écarter cette possibilité en restant à l'idée qu'il s'agissait d'un incendie qu'il fallait maîtriser. Il a été maîtrisé et par conséquent la crise est terminée. Or cet effet de cadrage va très vite conduire au déclenchement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une crise sociale et politique qui se poursuit encore aujourd'hui avec de nombreux exercices, enfin de nombreux travaux de réflexion, de rapports sur ce qui s'est passé à ce moment-là et une situation qui n'est toujours pas terminée. J'ai aussi eu l'occasion de suivre la mise à jour des plans Orsec d'éruption volcanique en Guadeloupe et en Martinique, et là aussi c'est tout à fait intéressant. Alors là pour le coup il n'y a pas encore eu j'espère qu'il n'y aura pas d'éruption, mais on observe dans les deux cas une focalisation que je qualifierais presque d'excessive sur la question de l'évacuation, c'est-à-dire qu'on cherche avant tout à identifier le moment où il faudra prendre la décision d'évacuer la population, tout en écartant tout un ensemble d'autres phénomènes liés à la possibilité d'une évacuation, voire ensuite à la réalisation de l'évacuation, qui, du coup, pourrait conduire à des surcrises ou à des crises beaucoup plus graves, faute d'avoir été pris en compte dans le plan. Et puis, si on prend les plans nationaux, par exemple les plans sur lesquels j'ai pu travailler, accident nucléaire, pandémie grippale, là aussi on voit comment ces plans tendent à se centrer sur la crise comme un phénomène qu'on peut faire entrer dans des procédures, dans des routines, tout en la détachant des conditions qui ont rendu possible cette crise, sa survenue ou les effets qu'elle produit. Donc, bref, on a, je dirais, un ensemble de dispositifs aujourd'hui qui sont relativement complets, relativement sophistiqués, mais qui en même temps cherchent avant tout à réduire l'incertitude liée à l'événement, au phénomène lui-même, et en écartant systématiquement tout ce qui peut être lié à l'incertitude rationnelle que vient de décrire François. Je reviens à notre deuxième cas, qui est celui de la pandémie de Covid-19. Donc un mot rapidement sur ce cas. Donc c'est un cas qu'on étudie depuis le début de l'année 2020 avec François et avec Patrick Cassel et Henri Bergeron. On a produit un petit ouvrage que François a évoqué, chercher à apporter un éclairage sur la première partie de la crise. Et depuis, avec d'autres collègues, nous continuons à étudier à la fois cette première période et puis ce qui s'est passé depuis au niveau national et au niveau local. Et récemment, j'ai aussi entrepris une étude comparative avec la Suède. Ce qui est important à retenir là, c'est d'abord, on a une crise qui d'emblée va être qualifiée de sanitaire. Le ministère des Solidarités, des Affaires sociales et de la Santé va d'emblée considérer que c'est une crise sanitaire, va la qualifier comme telle, ce qui tout de suite écarte un certain nombre d'autres dimensions, pourtant constitutives de ce que pourrait être une pandémie. Et ce qui est intéressant, du coup, dans ce choix, c'est que non seulement il y a un choix, effectivement, de la réduire à une crise sanitaire, mais surtout, il y a le choix de ne pas s'appuyer sur les dispositifs existants. Et donc là, on en vient au point précédent, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, même parmi les pouvoirs publics, que les dispositifs mis en place pour se préparer à gérer des crises sont trop réducteurs, sont trop contraignants, sont trop finalement rationnels dans la façon de poser la crise et qu'ils vont contraindre les pouvoirs publics. Et donc ceux-ci décident de ne pas s'éluer les mains et donc de ne pas activer le plan pandémie grippale, d'activer très tardivement la cellule interministérielle de crise, de ne pas s'appuyer tout de suite sur les agences de sécurité sanitaire, bref, de se laisser la liberté de prendre la mesure de la situation. Et ce qui va conduire Emmanuel Macron à constituer un conseil scientifique qui lui-même est le marqueur d'une volonté de sa part de garder sa liberté de décision, son autonomie de décision. Mais là, on retrouve l'effet de réduction que l'on a déjà évoqué et la focalisation sur la question de l'incertitude liée au virus lui-même, c'est qu'en fait, ce conseil scientifique est dominé par des disciplines biomédicales, des médecins ou des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui vont très vite eux-mêmes opérer une réduction de cette crise sanitaire en une crise médicale, voire une crise hospitalière. Donc on va centrer l'attention sur les hôpitaux. Il s'agit de protéger les hôpitaux parce que si les hôpitaux s'effondrent, tout le système de santé français s'effondrera avec et donc on aura des centaines de milliers de morts. Donc il y a l'idée que ça se passe là. Et que, en raison, et c'est là où on retrouve dans la question de l'incertitude, finalement, ce qui pose problème au départ aux nombreux experts qui sont dans ce comité, c'est que, finalement, on sait assez peu de choses sur le virus. On ne sait pas, on connaît pas encore toutes ses propriétés. On a l'idée maintenant qui peut se transmettre par des voies asymptomatiques, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et donc, du coup, la décision
qui va être prise à la fois qui va être d'abord étudiée par les experts puis soumise aux politiques, s'appuie sur des modèles comportementaux, les modèles de Ferguson à Imperial College de Londres, les modèles de Pasteur. Ce sont des modèles qui cherchent à simuler les comportements individuels, les interactions individuelles. Modèle qui jusque-là ne faisait pas l'objet d'un grand crédit, au-delà du côté des experts réunis dans le conseil scientifique. Plusieurs disaient effectivement que dans les années passées, Ferguson avait déjà produit des modèles semblables sur d'autres pandémies et à chaque fois s'était trompé. Et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que après avoir tenu cette même position le 5 mars, lorsqu'il se réunit sa première fois autour d'Emmanuel Macron, le 11 mars, ils se retrouvent à nouveau, là vont reprendre ces mêmes modèles et croiser l'information, et c'est là où on retrouve les phénomènes d'association qu'évoquait François, avec les remontées des hôpitaux parisiens dans lesquels plusieurs des membres du conseil scientifique travaillent et qui sont littéralement submergés de cas extrêmement graves de personnes atteintes de maladies respiratoires qui vont la plupart du temps décéder. Donc, soudain, ces modèles acquièrent une valeur du fait qu'ils semblent refléter ce qui se passe sur le terrain dans les hôpitaux qui sont les plus touchés par la vague. Et ce qui est important de retenir, c'est que ces modèles de Pasteur, ces modèles de Imperial College, ne sont pas juste des modèles descriptifs, ce sont aussi des modèles prescriptifs. C'est-à-dire qu'ils proposent différentes solutions pour aplatir la vague, comme on dit, différentes mesures qu'on appelle dans le jargon des interventions non pharmaceutiques, non-pharmaceutical interventions, parmi lesquelles figure l'hypothèse d'un confinement généralisé. Et donc, c'est là-dessus que les experts, puis le public vont se mettre d'accord pour dire la seule manière d'écraser cette vague, c'est de recourir à un confinement généralisé, solution qui n'a jamais été expérimentée, étudiée, planifiée, quoi que ce soit en France. Mais là, soudain, il apparaît, à partir du moment où on croit dans la valeur des modèles, dans ce qu'ils prédisent, la seule solution consiste à appliquer cette mesure de confinement. En même temps, le conseil scientifique définit aussi les termes de l'urgence, c'est-à-dire que jusqu'au 11 mars, il n'y a pas urgence à agir. Rappelez-vous, quelques jours auparavant, Emmanuel Macron va au théâtre, expliquer que la vie peut continuer normalement. Jusqu'au 12 mars, en réalité, 11-12 mars, il n'y a pas vraiment d'urgence. Et c'est vraiment le conseil scientifique qui lui-même va poser les termes de l'urgence et expliquer qu'il faut agir tout de suite, sinon les hôpitaux seront submergés. Donc l'urgence, c'est pas quelque chose qui s'impose naturellement, elle est construite par le dispositif. Et enfin, ce dispositif va aussi contribuer à construire la croyance dans le fait que, la décision de confiner aura un effet sur la courbe des infections. Et ce lien de causalité, aujourd'hui encore, effectivement, il est extrêmement présent dans le discours des experts des pouvoirs publics, l'idée que c'est grâce à ce confinement qu'on a réussi à aplatir la courbe, sans pour autant qu'il y ait beaucoup d'études qui viennent à l'appui de ce lien de causalité, mais c'est bien le dispositif lui-même qui contribue à créer cette croyance, en fait, que la mesure aura des effets. Ce qui est intéressant, c'est de voir que très vite, Emmanuel Macron va être gêné par ce cadrage. C'est-à-dire qu'il voit bien très vite que ce cadrage exclusivement sanitaire, voire médical, voire hospitalier, ne résume pas l'ampleur de la crise et que surtout, les mesures qui ont été prises, notamment le confinement, produisent des effets qui vont bien au-delà effectivement de la seule pandémie, qui vont avoir des effets économiques, sociaux, sanitaires, et donc il commence effectivement à prendre la mesure de cette situation et il va consulter. Mais c'est là où on retrouve un phénomène important dans le cas français. Ces consultations ne sont jamais organisées. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une instance, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une agence qui va être chargée de réunir ces différentes données pour les mettre en commun, les discuter, en débattre et venir vers le politique avec des recommandations. C'est Emmanuel Macron qui, lui-même, très largement seul, va passer des coups de fil, demander des notes. Sa femme aussi va consulter même ses propres réseaux et donc demander à ce que les uns et les autres fassent remonter des petites notes. Et puis, parmi ces notes, Emmanuel Macron va finir par accorder le crédit à certaines d'entre elles, à certaines personnes. Et donc, il va se construire ses propres convictions, son propre avis, mais sur la base de données qui sont recueillies de manière totalement, je dirais, aléatoire. Et en même temps, on ne met jamais en place un dispositif qui mesure les effets des décisions prises. Autrement dit, dès l'instant qu'on a mis en place un confinement, rien n'est mis en place pour mesurer l'effet de ce confinement, que ce soit sur la pandémie, ou que ce soit les effets collatéraux ou secondaires. La notion d'incertitude rationnelle aussi, elle est importante ici parce que ce qu'on voit très vite, c'est qu'une grande confusion va régner à partir du mois de mars au sommet de l'État, dans les agences et l'administration, sur qui prend les décisions, comment sont prises les décisions, où va l'information, etc., etc. On a une situation qui est une confusion assez rare. Les acteurs eux-mêmes en conviennent largement. Des rapports aussi ont été produits à l'époque qui montrent effectivement à quel point ce système est d'une complexité hallucinante, au sens où il produit beaucoup d'informations, mais qui n'est jamais réuni, qui n'est jamais intégré, et qui, au contraire,
provoque énormément de pression sur les différentes administrations centrales et locales pour faire remonter des données, pour alimenter cette énorme machine à produire d'informations qui ne va nulle part, qui ne sert à rien. À partir de mai 2020, on va vers une simplification. La CIC devient le centre interministériel de crise, le lieu de décision devient essentiel devient le Conseil de défense et de sécurité. Mais pour autant, on ne voit pas encore dans cette simplification un lieu capable de réunir les données, l'information et pour réduire l'incertitude liée à cette pandémie. Fait que finalement, lorsque à l'automne, Emmanuel Macron va absolument résister à l'idée d'un deuxième confinement, il ne peut pas résister parce que finalement, il n'a pas organisé un lieu qui serait capable de rassembler toutes ces données pour les discuter, les mettre en commun et décider des meilleures options. Et donc, du coup, il est soumis à une pression accrue, bien plus forte des professionnels médicaux qui vont l'obliger, d'une part, à décider d'un couvre-feu en octobre, puis un deuxième confinement en novembre, puis un troisième confinement en janvier 2021. Donc, il n'a pas les moyens de résister. En revanche, la seule chose sur laquelle il résiste, c'est sur l'école, où là, il va maintenir les écoles ouvertes, malgré les pressions, là aussi, de très nombreux experts, sur la base de convictions qu'il a tirées de ses échanges avec des experts. Donc, c'est un cas intéressant sur lequel on essaie de travailler, à savoir comment parvient-il à maintenir les écoles ouvertes, malgré les pressions. On n'a pas encore toutes les données à ce sujet. Et ce n'est vraiment qu'à partir, un petit peu, je dirais, à l'automne 2020, mais surtout à partir de 2021, que l'on commence à essayer de mesurer systématiquement les effets du confinement, et notamment avec les données sur les effets sur la santé mentale des étudiants, puis des Français. À associer plus systématiquement de nouveaux acteurs, associations, collectivités locales, à la gestion de la crise, à élargir le cadre de la décision pour intégrer d'autres formes de connaissances. Donc c'est très tardivement, c'est pratiquement un an plus tard qu'on commence vraiment à organiser quelque chose d'un peu plus systématique. Mais en même temps, le terme organisé est impropre parce que finalement, ça n'est jamais vraiment organisé au sens où il n'y a jamais un lieu ou un ensemble de lieux qui serait chargé de rassembler ces données et de les mettre en commun et de les mettre en débat. Donc le coût d'information, l'accès à l'information demeure toujours aussi élevé. Et ce qui est encore plus frappant, c'est de voir qu'à aucun moment dans cette période, tout ce qui avait été mis en place après l'épidémie de sida, donc en termes de démocratie sanitaire, de lieux, d'instances chargés de débattre, de produire des données, d'associer les associations à la production de connaissances, de mettre en débat les différentes options, le dispositif n'est jamais mis en œuvre, n'est jamais appliqué. Et donc on continue à avoir une situation qui est tout à fait intrigante, dans laquelle à la fois on a des experts qui insistent sur les incertitudes, sur ce virus qui n'arrête pas de muter, ces variantes, c'est quelque chose qui est extrêmement incertain et inquiétant, alors même que l'on a de plus en plus de certitudes sur les effets économiques, sociaux et sanitaires de ces mesures. Mais aucun moment, ces différentes données ne sont-elles mises ensemble, mises en commun, débattues pour arriver à des décisions. Pour conclure sur ces deux cas, et pour revenir donc sur cette idée à la fois de préparation à la gestion de crise et aussi d'incertitude relationnelle. Ce que montre cette crise, la crise liée à la pandémie de Covid-19, mais ce que montrent aussi les autres crises récentes, Lubrizol, Irma en 2017 et d'autres encore, sont les limites de la préparation à la gestion de crise. On a beaucoup investi en France, comme beaucoup d'autres pays, dans cette préparation. On a plein de plans, on a énormément d'exercices, on a des dispositifs d'alerte, etc. et tout. Et pourtant, la France, comme beaucoup d'autres pays, il faut le souligner, n'a pas fait le choix d'appliquer ces dispositifs, n'a pas fait le choix de s'appuyer dessus, mais au contraire, à inventer, à innover, si on veut être positif, en tout cas à inventer, à bricoler d'autres dispositifs, d'autres solutions. Alors, l'argument pour Covid, c'est de dire oui, mais cette crise ne rentrait pas dans les canons habituels de ce qu'on entend par crise, par sa longueur en particulier. Mais on voit bien aussi que dans les crises plus classiques, entre guillemets, type Lubrizol, là aussi, les dispositifs de préparation, finalement, conduisent à des effets de réduction qui vont alimenter d'autres crises derrière. Donc, on a bien, et on sent bien aujourd'hui du côté des différentes administrations centrales qui sont amenées à gérer des crises, une interrogation majeure sur à la fois ce qu'est la crise, ce qu'est une crise et comment on s'y prépare et comment fait-on pour produire du sens et donc de la décision dans ces moments d'incertitude. Et souvent, en fait, souvent, le nœud de l'affaire, c'est que les dispositifs qu'on a évoqués, les différents plans, les différents exercices, tout ce qui a été mis en place à partir de 2000, cherchent à réduire l'incertitude liée à l'événement en construisant un face-à-face, le face-à-face entre le décideur, le préfet, le premier ministre, le président, et puis un météorologue, un volcanologue, un médecin, un sapeur-pompier. Avec l'idée que cet expert, et souvent c'est un expert, c'est même pas une instance expertise, c'est un expert, va dire en quelque sorte la vérité au décideur, va lui proposer un certain nombre de décisions, un avis qui vont l'aider à prendre sa décision, mais qui en même temps produit un puissant effet de cadrage qui écarte beaucoup d'autres dimensions de ce qui pourrait ou de ce qui fait crise.
Or, ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on voudrait continuer à travailler, c'est précisément que l'incertitude dans cette situation, elle est liée tout autant à l'événement lui-même. On sait ou ne sait pas à propos d'une tempête, d'une pandémie, d'un attentat terroriste, d'une crise financière, mais aussi des acteurs concernés par la gestion de cet événement et par leur capacité à se coordonner et à coopérer. Et c'est là, effectivement, où l'incertitude rationnelle est un concept qui est important, pas uniquement pour alimenter, je dirais, des réflexions en sociologie, c'est aussi un concept important pour penser ce que pourrait être la préparation aux crises à venir. Elle parle effectivement du constat, de la reconnaissance que gérer une crise nécessite de réunir des connaissances qui sont utiles aux décideurs, qui sont déjà très largement là, qui existent. Donc, bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas encore qu'il va falloir découvrir à l'aide de programmes de recherche. Mais il y a déjà beaucoup de connaissances qui sont disponibles. La question, c'est comment arriver à les réunir, comment arriver à les rassembler, comment arriver à les traiter. Or, la clé là-dedans ne repose pas tant sur des dispositifs, des outils sophistiqués qui permettraient effectivement de réunir de grandes bases de données pour aider les décideurs à mieux comparer, évaluer différentes options. Ce que l'on observe, nous, dans cette crise, en particulier Covid qu'on a pu étudier, mais aussi d'autres, c'est à quel point cette mise en commun des connaissances repose d'abord sur la coopération et la coordination entre des acteurs qui parfois se connaissent et qui parfois ne se connaissent pas. Et donc, ce que l'on observe, c'est que les situations dans lesquelles la prise de décision se fait dans les meilleures conditions, c'est lorsque ces acteurs se connaissent déjà, se font confiance, ont l'habitude de travailler ensemble, et donc vont très vite être capables d'échanger l'information, très vite être capables de produire une représentation partagée de la crise, et à partir de là de déboucher sur des recommandations. Lorsque ces relations n'existent pas, il devient beaucoup plus difficile dans la crise de les créer. Il devient beaucoup plus difficile de réunir des acteurs, de les faire travailler ensemble. Et donc, toute la réflexion aujourd'hui qu'on a nous, c'est sur comment, effectivement, crée-t-on des interdépendances, entre guillemets, par temps de paix, entre des services, des individus, des organisations, qui, en temps de crise, vont permettre justement de plus rapidement de réunir différents points de vue, différentes expertises, et de les mettre en commun et d'aboutir à des avis beaucoup plus robustes. Cela donc, effectivement, nécessite, comme je viens de dire, de rassembler, de coordonner des informations. Là aussi, je crois je viens de le dire, j'insiste beaucoup là-dessus, on a toujours ce fantasme de méthodes préétablies qui vont nous aider à traiter, serrer l'information. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir à l'avance des méthodes, des modèles d'anticipation, des modèles de prédiction, etc. Et tout. En même temps, une fois plus, ce qu'on a observé dans cette crise, comme dans beaucoup d'autres, c'est que ce qui fait la différence, c'est la capacité à un moment donné des acteurs dans une organisation, dans un lieu donné, dans une cellule de crise, par exemple, ou autre, à travailler ensemble, à inventer eux-mêmes, à trouver eux-mêmes la méthode qui va leur permettre de hiérarchiser, analyser les données qui sont recueillies. Et donc, effectivement, ce que ça suppose en termes de connaissances, en termes de formation, c'est pas tant une maîtrise parfaite de tous les plans, de tous les dispositifs, c'est plutôt finalement d'encourager des compétences qu'on a appelées de bricolage. Autrement dit, de se dire que dans la crise, bien souvent, les acteurs vont être amenés à bricoler des solutions, à réunir des informations parcellaires, incomplètes, qui ne rentrent pas dans les méthodes qui avaient été mises en place à l'amont, donc il va falloir faire autre chose. Et tout ça va pouvoir se faire dans la mesure où il existe justement ces relations de confiance entre les participants, ces formes d'interconnaissance, d'interdépendance, et de considérer que finalement ces situations de bricolage, ces situations où on invente à chaque fois des solutions plus ou moins nouvelles, sont des expérimentations dont il faut savoir tirer les leçons. Et je terminerai là-dessus. Ce que montre bien souvent quand même la plupart des crises que nous avons connues, c'est notre incapacité ou notre très grande difficulté à savoir tirer des leçons de ces événements, à tirer les leçons des décisions qui ont été prises, des manières d'organiser la gestion de la collecte des données qui ont été mises en place. Sont extrêmement riches en connaissances, et pourtant on est toujours frappé de voir à quel point beaucoup d'organisations encore aujourd'hui soit n'ont pas engagé un retour d'expérience sur ces situations, soit le font de façon très incomplète en cherchant d'abord à voir ce qui n'a pas marché, qui a dysfonctionné, plutôt que de justement s'intéresser à ce qui a marché et pourquoi ça a marché. Et c'est là effectivement où, en considérant ces moments comme des expérimentations de grande nature dont on peut tirer des leçons, on peut mettre en avant l'importance des relations interindividuelles, interorganisationnelles, dans l'invention dans la production de connaissances sur des situations extrêmes, et en partie de là sur l'aide à la décision vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu trop long. Je m'arrête là. Je vais surtout arrêter le partage pour pouvoir vous revoir tous, parce que là je voyais juste mon écran, ce qui est toujours un peu troublant de parler face à son propre PowerPoint. Voilà, merci pour votre attention et à votre disposition pour répondre à vos questions.